Bonjour, on est le dimanche 7 juin 2020. On se retrouve avec une météo, avec un ciel, je veux dire, chargé de cumulonimbus. Les nuages virent du blanc vers le noir et on a une couleur bleue parsemée de bleu, donc d'éclaircies qui apparaissent. Donc on se dit peut-être que les nuages vont se charger de plus en plus pour finir par pleuvoir dans cette région, ou alors ils vont s'agglutiner ailleurs pour pleuvoir ailleurs, pourquoi pas. Et de toute façon, rien de tel qu'une bonne petite pluie pour les jardins, pour les forêts, pour l'agriculture, pour l'élevage. Bon, rien de tel que des pluies, parce que le soleil, c'est bien, c'est très bien, mais il faut bien sûr de l'eau. La lumière, c'est bien, la chaleur, c'est bien, la lumière, c'est bien, voilà, la chaleur, c'est bien. Donc, qui dit chaleur dit aussi température. Hein. Voilà. La lumière, c'est bien. Et l'eau, qui est la pluie, c'est bien aussi. Voilà. Alors ici, je vais faire justement une vidéo qui est en rapport un petit peu avec tout ça. Mais qui va concerner non pas les facteurs influençant le développement des êtres vivants, bien sûr, mais je vais catégoriser, je veux dire, le facteur influençant le développement bactérien. Mais il est, on va dire, valable pour d'autres micro-organismes, pour d'autres animaux et végétaux. Pour d'autres animaux et végétaux. Bon. La première des choses, c'est que un être vivant, en général, bien, il va, euh, on va dire, intervenir dans un certain mécanisme, un certain schéma. Ceci, je vais le mettre de côté, hein, parce que j'en aurai besoin tout à l'heure. Lumière, chaleur, donc température, et pluie. Donc H2O. Ça, c'est la pluie. Hein. J'ai mis ça de côté parce que je vais en avoir besoin pour les facteurs influençant le développement bactérien. Tout d'abord, il y a, que ce soit les bactéries ou les virus ou peu importe, ça suit un certain schéma. Et le schéma, il est toujours le même. C'est un schéma, ce qu'on appelle un schéma cyclique. Tout comme il existe le cycle de l'azote, il existe le cycle de l'eau, il existe le cycle dans le corps humain, le cycle de Krebs. Voilà, on se retrouve avec beaucoup de cycles. Assez souvent, on a des cycles. Ce sont bien sûr, tout ceci sont des cycles physico-chimiques. Des cycles physico-chimiques. Et il y en a encore d'autres, hein, j'en verrai d'autres de cycles. Ici, pour les facteurs influençant le développement bactérien, eh bien, on a affaire à une bactérie. J'aurais pu mettre un autre micro-organisme, hein, j'aurais pu mettre une cellule animale ou une cellule végétale, j'aurais pu mettre un champignon. Voilà, je peux mettre de la faune ou de la flore. Ça répond toujours au même mécanisme cyclique. Ce mécanisme cyclique, je ne vais pas partir au point de départ de la création de la Terre, mais il y a un point de départ, qui reste une inconnue. Mais par après, on comprend, le mécanisme est connu, puisqu'en fait, le mécanisme, c'est, on a création de cellules. Comment elles sont créées? Bien, via ce qu'on appelle la reproduction. La reproduction va créer la création. Donc, le schéma, c'est qu'on a une création, et cette création va se reproduire pour créer la création. Mais le point de départ, le point initial, on ne sait pas comment ça a été créé. Hein. Personne ne sait. Voilà. Il y a des théories, et là, on peut tomber dans, je veux dire, ce qu'on appelle les croyances. Donc la religion. En point de départ, il y a un créateur
qui a créé la première création, et puis, bien sûr, puis la création, on va dire, on va dire une baguette magique au départ. Il faut une baguette magique, et au départ, une fois que c'est lancé, le processus est lancé, et puis il peut voilà, se cycler sur lui-même et se reprocréer. Hein. Donc la création induit une reproduction, et cette reproduction induit une création. Ouais, induit une création, cette création induit une reproduction, cette reproduction induit une création, et ainsi de suite, le mécanisme est lancé. Donc on a la création ici, si vous voulez, des êtres vivants. On a la création des êtres vivants. Voilà. Alors maintenant, pourquoi ces êtres vivants? Déjà ici, il faut un système qui puisse, je veux dire, avoir la création et la reproduction. Parce que il y a des conditions physico-chimiques qui doivent permettre ceci. Parce qu'il n'y a pas de conditions physico-chimiques. Et ça, les conditions physico-chimiques ont été données, je veux dire, au départ. Au départ, et à partir de là, il y a des variations. Oui, il y a des variations parce qu'on a les cycles de l'eau. Le cycle de l'eau, une fois il pleut, une fois il ne pleut pas, une fois il fait fort chaud, une fois il fait moins chaud. Voilà, le cycle de l'eau, on l'a à certains moments, pas tout le temps. Donc il y a certains moments, on a des reproductions, à certains moments on a le cycle de l'eau, on a des pluies qui tombent. Voilà, et c'est à ce moment-là que, je veux dire, vient par exemple avec l'eau l'apparition et la chaleur de certains micro-organismes. Voilà, l'eau et la chaleur vont faire en sorte que ça va être un nid de prolifération de certains micro-organismes. La chaleur et l'eau. Et vous allez voir qu'on a des facteurs qui vont influencer justement le développement bactérien. Voilà. Donc il faut on va dire un système. Il faut un système pour que tout ça soit possible. Parce que s'il n'y a pas de conditions physico-chimiques, c'est impossible. Allez voir dans les autres planètes, vous allez voir qu'on n'a pas les conditions comme on a les conditions sur Terre pour pouvoir avoir la vie sur Terre. Si maintenant, au niveau chaleur, il n'y a pas de soleil, je veux dire ici déjà il fait un froid polaire, déjà de 1, je dirais même, c'est même pas un froid polaire, c'est un froid nucléaire, c'est encore pire. Il ferait vraiment froid, hein. Plus froid que le plus grand des froids qu'on trouve sur Terre. Hein. Voilà, on aurait un froid nucléaire et non pas polaire, et ça c'est de 1. Et en plus de ça, la planète ici, il ferait tout noir ici, hein. Il ferait tout noir. On serait dans le noir. Il n'y aurait pas d'éclairement ici. Voilà. Donc déjà, au niveau lumière, on n'aurait pas de lumière. Au niveau chaleur, on aurait, à la place de la chaleur, on aurait du froid. Voilà, donc on voit bien que c'est des conditions physico-chimiques qui ne permettent pas une certaine vie. Bon, pour avoir une certaine vie, il faut une certaine, bien sûr, température. On va dire un delta de température. Hein. Bon, on peut vivre de combien à combien. Il y en a qui vivent quand même en Sibérie, en vivant, je veux dire, avec des températures extrêmes qui peuvent aller jusqu'à moins 50. Hein. Bon, mais là, il faut se protéger, Mais bon, tout le monde n'est pas capable de vivre à moins de 50. Bon, ça, ce sont des personnes qui ont la capacité, je veux dire, de s'adapter à leur écosystème. À l'extrême, on trouve des températures de 50 degrés dans les déserts. Là aussi, bon, c'est pas l'idéal de vivre dans une température de 50 degrés. On s'adapte. Par exemple, ceux qui sont en Sibérie, ceux qui sont dans le froid, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont essayer de s'emmitoufler dans des habitats où ils vont rechercher une chaleur de façon à justement adapter leur habitat, adapter leur mode de vie, leur façon de vivre, de façon à pouvoir s'adapter à leur écosystème. Et il en est de même pour celui qui habite
dans des conditions extrêmes des déserts, ben, il va adapter son habitat et il va éviter de, voilà, il va s'habiller de telle manière, tout comme en Sibérie, ils s'habilleront pour s'isoler, enfin pour s'isoler du froid, eh ben, dans les déserts, ils vont s'isoler du chaud. Et donc, la vie est possible, mais elle est très délicate, très difficile. Et donc, il faut s'adapter, il faut avoir, un certain rythme de vie qui est adapté à l'écosystème, c'est-à-dire avoir son rythme de vie, son cycle de vie, hein, son cycle de vie qui est adapté à l'environnement. Bon, donc le point de départ, on ne connaît pas de la création, mais on a des conditions physico-chimiques qui permettent la vie. Donc une fois qu'il y a les conditions physico-chimiques qui permettent la vie dans un, on va dire, dans un biotope, j'appelle biotope, vous allez voir, je vais le définir, hein, bien, une fois qu'il y a la vie qui grâce à ces éléments physico-chimiques et d'un point, un point de départ qui a permis les conditions initiales de la création de la vie, ben, une fois que les conditions initiales ont été créées, ben, à ce moment-là, au travers de l'écosystème, ben, il peut se régénérer au travers de la création, reproduction, création, reproduction, création, reproduction. Et ça, bien sûr, au travers de paramètres physico-chimiques qui permettent, bien sûr, cette création, reproduction. Ceci étant dit, donc tout est basé sur base de cycle. Maintenant, voyons voir. La cellule, ben, elle va être créée par un phénomène de création. Hein. D'une cellule à l'autre, il y a tous des phénomènes de création. Bon, j'appelle la création, bon, tout ce qui est méiose, la méiose et la mitose, etc. Un phénomène de création, et puis, bien sûr, au travers d'une reproduction qui a permis la création. Et je vous dis, par après, une fois qu'on a la création, elle permettra aussi de nouveau une reproduction. Et cette reproduction va créer une création. Je viens de faire le cycle maintenant. Mais maintenant, supposons que la cellule a été créée. Bon. La cellule a été créée. La cellule a besoin d'énergie pour vivre. Donc elle a besoin d'alimentation. Alors pourquoi elle a besoin d'alimentation? Ben, c'est pour sa croissance. La création va induire, oui, une reproduction, et c'est pas dit qu'il va y avoir une reproduction. Hein. Voilà. On voit des êtres humains bon, qui meurent sans avoir voilà, engendré. Donc la création n'est pas un processus, je veux dire, obligatoire en soi. Voilà. Certaines bactéries ne vont pas pouvoir proliférer parce qu'elles vont mourir avant. Mais la création va induire, va induire quoi? Va induire une croissance. Voilà. Une croissance grâce à l'alimentation, donc qui va ramener de l'énergie. Et cette énergie, bien sûr, va être libérée. Bon, je parle d'un être humain, par exemple, elle va bouger, elle va libérer cette énergie-là. Elle va absorber de l'énergie pour la restituer. Voilà. À travers des mouvements, à travers, pour vivre. Pour vivre. Voilà, pour vivre. Et puis, la création va avoir une certaine croissance. Bien sûr, qui dit croissance dit développement. Hein, ici, développement. Qui dit croissance dit développement. Bien sûr, avec des stimuli extérieurs. Bon, elle va vivre, c'est avoir des stimuli, des interactions avec le milieu extérieur. Voilà. Et puis, bien sûr, après la croissance, on a la phase de vieillissement. Et puis, on a la mort.
On est parti d'un point de départ qui a eu la création, et le phénomène naturel, mais c'est la mort. On part de la création, et puis d'un phénomène naturel qui est la mort. C'est l'aboutissement. L'aboutissement, si vous voulez, de la vie. C'est l'aboutissement de la vie. Et à toute vie, il y a d'office une mort. À toute création, il y aura d'office une mort. Et à toute mort provient d'une création. Et tout ce temps-là, mais normalement, pour un être normalement constitué, bon, qui a vécu autant d'années et qui a vécu normalement, et jusqu'au vieillissement, ben, il va mourir un certain laps de temps. Parce que parfois il y a des personnes qui meurent directement. Je veux dire, si je prends des personnes, hein, des êtres humains, il y a des personnes qui meurent directement, je veux dire, déjà dans le ventre de la mère. Donc là, elle n'a pas eu le temps, elle a juste le temps de croissance, de développement au sein voilà, du ventre de la maman. Donc là, on peut pas parler qu'il y a eu une véritable croissance. Il y a une petite croissance, oui, une petite, mais il n'y a pas eu la croissance, le vieillissement et l'aboutissement, je veux dire, naturel vers l'âge de, on va dire, moyen de 85. Hein, plus vous vivez vieux, mieux c'est. Plus vous allez voir la vie, plus vous allez vivre vieux, plus vous allez voir, je veux dire, beaucoup de choses. Donc ici, si vous avez jusqu'à 90, tant mieux. Donc une personne qui était à 90 ans, ben, elle est passée adolescente, elle est passée adulte. Enfin, elle était d'abord enfant, adolescent, adulte, et puis après, bon, elle est passée personne âgée, et voilà. Et puis après, à un moment donné, ben, c'est le moment venu de partir, et c'est tout à fait naturel. Ben, on a bien sûr un moment, c'est un moment naturel, mais triste. Ça, vous savez bien qu'on arrive vers la mort. Bien, ici, c'est un petit peu la même chose. Et alors, à ce moment-là, peut-être que cette personne-là a engendré, et ça a donné une nouvelle création, qui, elle, va subir le même schéma. C'est toujours le même schéma. Création, croissance, vieillissement, mort. Mais avec, pendant la croissance et le vieillissement, ben, des interactions. Hein. On a toujours des interactions, que ce soit croissance ou vieillissement, ou création, déjà au début de la création, on a toujours des interactions. Les interactions ne cesseront qu'au niveau de la mort. Là, voilà, là, il n'y a plus d'interaction, les interactions cessent, et on a, bien sûr, on est passé de la phase existence à la phase inexistence. Voilà, de la phase existence à la phase non-existence. Bon, je vous rappelle une chose, c'est qu'avant la création, il y a l'inexistence. Hein. Donc quelque part, on repasse de l'inexistant à l'inexistant. Hein. Avant la phase création, on a l'inexistant. Donc là, elle repasse à la phase inexistant, elle repasse à la phase néant. À la phase néant. Puisqu'en fait, dans l'inexistant ici, il y avait déjà le néant. Mais maintenant, comprendre le néant, c'est de comprendre la mort. C'est essayer de comprendre bon, l'état de mort. Ben, personne ne sait comprendre l'état de néant, et personne ne sait comprendre l'état de mort. Ceci étant dit, bon maintenant, je vais voir les facteurs influençant le développement. Donc, développement, bien sûr, comme je vous ai dit, c'est la création, la croissance, le vieillissement et la mort. Et bien sûr, pour permettre tout ceci, il faut s'alimenter. Parce que sans alimentation, eh bien, on n'a pas l'énergie nécessaire pour, pour passer d'une en fonction du temps, passer aux étapes de différentes étapes de croissance et puis de vieillissement et puis vers la mort. Voilà. Si on s'alimente pas, ben qu'est-ce qu'on passe? Ben on passe directement à la mort. Voilà, on passe directement, si on ne s'alimente pas, on passe directement à la mort. C'est-à-dire ici on abrège, la phase de croissance. Voilà, on abrège la phase de croissance et on passe directement de l'inexistant à l'inexistant par voie de voilà par voie de on va dire de cassure. On casse la chaîne. À un moment donné, on casse la chaîne et on passe directement. En fait, en informatique, on dirait qu'on fait on change de chemin.
on change de chemin, le chemin est plus rapide vers la mort. Hein. Bon, c'est un vers l'inexistant. On fait une rupture du schéma classique. Et on passe directement vers la mort. Voilà, maintenant la mort, bon, c'est pas forcément en ne s'alimentant pas, hein. Bien sûr, la mort peut venir de beaucoup de choses, des accidents de voiture, d'une guerre, de la guerre, bon, peut venir de beaucoup de choses. Hein. Pour les êtres humains, la mort peut provenir de beaucoup de choses, comme les bactéries. Bon, si vous mettez un antibactérien sur une bactérie, elle va vite voir la mort aussi. Hein. Il y a une action extérieure qui va faire en sorte qu'elle ne vivra plus. Voilà. Les plantes, c'est pareil, si on arrache les plantes et qu'on les brûle ou quelque chose comme ça, non, on rompt le cycle, le mécanisme que je viens de vous montrer. Non, la plante ira directement vers la mort si vous les arrachez, vous les envoyez au conteneur ou quelque chose comme ça. Bon, avant de définir donc les facteurs influençant donc le développement, ici, dans ce cas-ci, je ne vais pas voir l'être humain, je vais voir le développement bactérien, donc des bactéries. Bon, pour ça, il faut parler de 3 choses importantes. Définir, du moins définir 3 choses importantes. Définir ce que c'est que le biotype. Alors, le biotype, ce sont les facteurs liés donc à l'activité des êtres humains. Des êtres vivants, je m'excuse. À l'activité, c'est valable pour tous les êtres vivants. À l'activité des êtres vivants. Ça concerne tous les êtres vivants. Tous. Tous. Tous les êtres vivants que vous pouvez imaginer, champignons, flore, faune, micro-organismes, tout ce que vous voulez, les animaux, le cheval, peu importe, font partie, ont des facteurs bien spécifiques. Et ici, justement, je parle de facteurs influençant le développement bactérien. Donc, en fait, c'est bien des facteurs physico-chimiques liés à l'activité ici bactérienne. Voilà, ici c'est. Là, je suis en train de voir les facteurs influençant le développement bactérien. Donc, ici, c'est le facteur lié à l'activité spécifiquement des bactéries. Parce que le biotique, c'est des facteurs liés à l'activité des êtres vivants en général. Mais qui dit être vivant dit un sous-groupe. Mais une bactérie, c'est un être vivant, donc c'est un sous-groupe. Ici, c'est un cas particulier, ici, c'est un cas général. Donc le biotique étudie le cas général des facteurs liés à l'activité des êtres vivants en général. Et bien sûr qu'ils agissent sur la distribution des espèces animales et végétales. Ils agissent bien sûr sur l'activité des animales et végétales. Qui vont agir sur... donc ce sont tous les facteurs liés à l'activité des êtres vivants qui vont agir sur la distribution des espèces animales et végétales d'un biotope donné. Voilà, d'un biotope donné. Bon, je suis obligé de définir ça, parce que si je veux voir les facteurs influençant le développement bactérien, mais vous devez savoir ce que c'est qu'un biotique et qu'est-ce que c'est qu'un biotope. Alors, le biotope, je vous ai parlé un tout petit peu. Je vous ai un peu parlé du biotope. Un biotope, c'est un terme utilisé en écologie. En écologie, en fait, c'est un lieu de vie. C'est un lieu de vie. Quand je vous parlais tout à l'heure d'habitat, mais l'habitat des êtres vivants, c'est la Terre. Hein. Vous comprendrez que c'est la Terre. Le biotope, c'est la Terre. Et voilà, la Terre en général, pour les êtres vivants. Mais il y a des biotopes, on va dire, des écosystèmes, je veux dire, particuliers. Hein. Il y a des écosystèmes particuliers. Hein, ça dépend de quelle zone géographique qu'on habite. Bon, si on habite dans les déserts, c'est pas la même chose que d'habiter au pôle Nord, au pôle Sud. C'est pas le même biotope. Hein. Mais en général, le biotope des êtres vivants, ben c'est la planète Terre.
Voilà. Maintenant, ça c'est en général, mais en particulier, ce sont des zones géographiques bien définies. Si vous êtes dans une forêt, on a le biotope de la forêt. Si c'est le biotope d'un lac, voilà, euh, c'est le lac. Voilà. Alors donc un biotope, c'est, on va dire, un type de lieu de vie défini par des caractéristiques physico-chimiques déterminées. Voilà, déterminées. On a des paramètres physico-chimiques dans ce lieu de vie. Alors, ce milieu héberge un ensemble de formes de vie composant la biocénose, qui est la flore, la faune, les champignons qui sont les fonges, et des populations de micro-organismes. Alors, un biotope et la biocénose qui l'accueille forment un écosystème caractéristique. Voilà. Donc, c'est bien ce que je vous disais ici. L'habitat des êtres vivants en général, ben, c'est la planète Terre, comparé je veux dire, aux autres planètes qui n'ont pas de vie, on va dire, micro-organismes. Quoique, bon, on peut retrouver certaines traces de micro-organismes dans certaines planètes. Voilà, des traces. Bon, ouais, ça, c'est ceux qui font des études de certaines planètes, ils permettent de voir, enfin, ils essaient de rechercher, je veux dire, déjà certaines vies dans certaines planètes. Non pas des vies terrestres ou extraterrestres, et quoi qu'il en soit, c'est pas dit qu'une vie extraterrestre aurait la même forme qu'une vie sur Terre. C'est-à-dire, on n'aurait pas forcément des êtres humains, par exemple, de notre taille ou de la même forme que nous. Bon, si on trouve une planète, non, c'est pas dit qu'ils ont les mêmes caractéristiques. D'ailleurs, si on était venu il y a des millions d'années d'ici, on aurait retrouvé des dinosaures aussi. On aurait retrouvé des dinosaures. Voilà, il n'y avait pas d'êtres humains quand il y avait l'époque des dinosaures. Donc, s'il y avait une autre planète qui serait venue, je veux dire, visiter la planète Terre, enfin, s'il y a des extraterrestres plausibles d'une autre planète qui serait venue visiter la planète Terre, qu'est-ce qu'ils auraient retrouvé sur Terre? Ben, ils auraient retrouvé des dinosaures. Il n'y avait pas d'êtres humains, il y avait des dinosaures. Donc la forme de vie n'est pas ce qu'on pense. Avoir dans une autre planète n'est pas forcément avoir des êtres humains comme ici sur Terre. Ce sera peut-être voilà, on peut imaginer d'ailleurs les films imaginaires sur de l'espace imaginent toutes sortes de créatures. Bon, c'est pas forcément deux pieds, deux mains. C'est peut-être voilà, c'est peut-être voilà, ils ont peut-être 15 mètres, 20 mètres, je sais pas, ou de hauteur, ou 50 mètres de hauteur, je ne sais pas. Voilà, on peut tout imaginer sur la forme d'une possible vie extraterrestre qui ne serait pas forcément la même que celle sur Terre. C'est ça que je veux dire. Voilà, et d'ailleurs, les films de science-fiction, ben justement, on joue là-dessus et essaie d'imaginer quel serait le type de personnage qu'il pourrait y avoir dans une vie extraterrestre pour créer une petite histoire, une narration sur une petite histoire sur des personnages extraterrestres. Et justement, quand on regarde bien, la NASA étudie par exemple les formes de vie dans d'autres planètes. Bon, c'est ce qu'elle étudie. Elle recherche une planète où des micro-organismes auraient peut-être déjà existé ailleurs. Voilà. Et donc, dans le lointain, ben, le biotope des organismes vivants sur Terre, enfin, en général, on dira que les êtres vivants, leur habitat est la Terre. Voilà. Donc le biotope des êtres vivants je parle d'une généralité, mais leur habitat c'est la planète Terre qui est vivable parce qu'elle contient des conditions de physico-chimiques permettant la vie sur Terre, c'est-à-dire une certaine chaleur, une certaine température, une certaine lumière, etc. etc. Mais je vais en reparler. Voilà. Alors maintenant, bien sûr que ça c'est en général, mais en particulier, on peut avoir un écosystème particulier, c'est-à-dire un lac
un lac, on a un microclimat autour d'un lac, où on a un ruisseau avec de la faune et de la flore. Ça constitue un écosystème. On va aller au Canada voir une région bien définie au Canada, mais c'est un écosystème bien défini. On va aller en Afrique, je veux dire, dans certaines parties d'Afrique, ben, si je prends une partie d'Afrique, ben, ça constitue un écosystème. Donc la Terre est un écosystème général, mais bien sûr, il y a des écosystèmes particuliers pour des formes particulières de faune et de flore. Voilà. Donc tout dépend si on parle dans la généralité ou dans la forme particularisme ou la forme particulière. Eh bien, toute région ou toute petite un petit sous-bois, peut-être un écosystème hein, avec des insectes, etc., des micro-organismes qui font qu'on a, voilà, c'est un biotope bien défini. Donc un biotope est défini par les caractéristiques, bien sûr, physico-chimiques. Physico-chimiques, la température du lac, voilà, les pluies qui y abondent en général, donc qui est plus l'objet d'un cycle de l'eau pour ce lac, alors que dans d'autres régions, il n'y a pas ce microclimat, et donc on n'a pas cette cyclisation plus importante de l'eau. Et voilà. Donc un biotope peut être pris en particulier ou en général. Voilà. Et donc le biotope, qu'est-ce que c'est? Ben, c'est le milieu de vie des micro-organismes, de la flore, de la faune, des êtres vivants, des cellules animales, etc. Mais on peut particulariser par une région, une zone géographique ou une étendue plus grande ou plus petite. L'étendue, ça peut être un microclimat, un biotope, ça peut être, bon, je peux créer, je mets une bassine, bon, voilà, je mets des insectes dedans, avec de l'eau, je mets de l'eau et des insectes, je ramène de la terre, et voilà, ben, mon biotope, ce sera ça. Le biotope, ce sera ça. Alors maintenant, on pourrait créer un biotope sur Mars. Comment? Ben, avec une bulle. On met une bulle en verre et on permet l'arrivée, parce que l'être humain a besoin d'oxygène. Ça, c'est une des caractéristiques, par exemple, de la vie sur Terre. Ben, il faut une atmosphère. Sans atmosphère, la vie n'est pas possible. Sans la chaleur préconisée dans dans un delta de température, une gamme de température donnée, c'est pas possible non plus. On ne sait pas vivre. Voilà, donc vous voyez qu'il faut des conditions, il faut des caractéristiques physico-chimiques, il faut de la température, de la lumière, de la chaleur, il faut une cyclisation au travers de cyclisation de l'eau, le cycle de l'eau, il faut le cycle de l'azote, et au sein des corps humains, ben, on a aussi différents cycles qui permettent, je veux dire, au métabolisme de fonctionner. On a différents cycles. Voilà, ceci étant dit, bon, on a défini le biotope, le biotope, et la biocénose, qui va bien sûr avec le biotope, parce que biotope et biocénose, qui l'accueillent, forment ce qu'on appelle un écosystème. Bon, et la biocénose, c'est un terme d'écologie, tout comme l'était le terme biotique, mais le terme biocénose, c'est un terme d'écologie, qui est l'ensemble des êtres vivants coexistant dans un espace écologique donné, c'est-à-dire dans un biotope donné. Et alors bon, là, ils vont avoir une certaine forme d'organisation, donc ces biocénoses, et justement on va les classer en fonction de leur organisation. Et bien sûr, elles vont interagir. Bon, je vous ai dit tout à l'heure avec le biotique, ben, elles vont interagir avec les cellules animales et les cellules végétales. Voilà, on va voir les interactions entre les... Parce que je vous ai dit qu'au départ, les cellules interagissent. Hein. Elles interagissent parce que le but du jeu, je vous l'ai dit tout à l'heure, ben, c'est la croissance, ouais, le développement, ouais, et puis la mort, ouais. Mais je vous avais dit qu'il y avait des stimuli, donc des interactions. Des interactions avec le monde extérieur. Et le monde extérieur ben, possède d'autres organismes.
Si je vois un lapin et que je vais caresser le lapin, ben c'est un stimuli, je veux dire, du cerveau qui fait en sorte qu'on a une interaction entre une personne et un animal. Voilà, on a une interaction qui est un stimuli émotif, du type d'émotion. Parce que les êtres humains, comme les animaux, ont des émotions. Alors que les plantes, bon, ont-elles des émotions? J'en sais pas plus. Bon, il se dit que non, mais j'en sais pas plus. Parce que si vous avez une interaction avec les plantes, peut-être que les plantes ont une interaction avec vous. Je n'en sais pas plus. Peut-être que voilà, elle va croître mieux si vous la prenez plus en considération. Je ne sais pas plus. Hein. En tout cas, la plante a besoin de lumière, qui est la photosynthèse, elle a besoin d'eau. Lumière et eau. Donc elle a besoin d'eau et de lumière. Donc en dehors de ça, je veux dire, j'en sais pas plus. Alors je parlais de la biocénose, mais on a des formes d'organisation. Et qu'est-ce qui les classe? Mais ce sont les écologues. Pas confondre avec les écologistes. Ça n'a rien à voir. Bon, les écologues. Les écologues, qui étudient l'écologie et qui définissent tous ces termes-là, bon, et qui l'étudient, parce que il y a différents types de métiers, chacun son métier. Bon, il y a différents métiers. Voilà. Et l'écologie étudie tout ça. Voilà. Donc, par exemple, si je prends la phytocénose, ça regroupe les plantes végétales. On a la zoocénose qui regroupe comment est-ce qu'on appelle ça, les espèces animales. Alors microcénose, ça regroupe les micro-organismes. Alors il y a la myocénose qui regroupe les champignons. Myocénose qui regroupe les champignons. Et la pédocénose qui désigne la biocénose du sol. Voilà. Et donc, ça, c'est la biocénose, elle regroupe par famille, si vous voulez, par organisation, type d'organisation. Et bien sûr, étudie les interactions. Hein. Voilà, étudie les interactions. Bon, simplement ici, moi, je vais étudier les facteurs influençant le développement bactérien. Donc, quelles sont les caractéristiques, je dirais, qui vont être les caractéristiques physico-chimiques pour que la bactérie puisse se développer, c'est-à-dire croître et se reproduire. En l'absence de toute attaque extérieure qui pourrait être un antibactérien qui viendrait, je veux dire, tuer la bactérie et qui viendrait abréger le cours de vie de la bactérie. Bon, en l'absence de ça, bien, on va faire en sorte qu'on ait une bactérie qui va vivre, qui va croître dans un milieu possible de vie et voilà. Et quelles seraient ces caractéristiques qui permettraient cette vie-là? Parce que on n'aurait pas forcément la possibilité de vivre. On va justement voir ces conditions. Donc, comme je l'ai dit, elles vont avoir une certaine condition de croissance et il y a différents facteurs physico-chimiques qui vont permettre l'influence du développement bactérien. Ici, je vais voir le développement bactérien, mais bon, je parlerai aussi un petit peu des virus. Hein. Comme j'ai parlé des êtres humains et des animaux, ben, je vais voir un petit peu aussi, je parlerai un petit peu aussi des virus, parce que bon, ce qui est vrai ici pour les caractéristiques physico-chimiques, ce qui est vrai pour les bactéries, sera vrai, un petit peu vrai pour les virus. Bon, la différence, c'est que entre tout ça, on a la cellule animale qui est bien plus grande qu'une cellule, enfin la cellule végétale, la cellule végétale est plus grande que la cellule animale, qui elle est plus grande que la cellule bactérienne, qui elle est plus grande que le virus. Voilà. Voilà. Ça c'est vers la forme de l'organisation de la plus grande vers la plus petite, en décroissance. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est juste, pour en parler du virus, les virus ne vivent pas par eux-mêmes, ça je l'ai expliqué plusieurs fois, ils ont besoin de la présence d'un hôte. Hein.
Donc ils sont vivants à certains moments et non vivants à d'autres moments. Donc là on peut parler de, je veux dire, ils ne sont pas forcément considérés comme des êtres vivants parce que parfois ils vivent quand ils sont en l'absence de hôte et parfois ils ne vivent pas. Quand ils sont en dehors d'un hôte et qu'ils sont en latence, par exemple. Ils sont en latence, c'est-à-dire ils attendent. Et la latence peut durer longtemps. Hein. Je vous ai fait une vidéo sur les latences, peut durer 2 mois, 3 mois, 6 mois, 9 mois. Et il en est de même pour les bactéries, ils ont une latence. Hein. Les bactéries ont une latence. Ils peuvent attendre, là, je veux dire, en attendant. J'ai fait une vidéo qui concerne la latence des virus et des bactéries. Ils peuvent attendre là. Voilà, ils peuvent attendre et attendre un autre. Alors, le virus, pourquoi il est beaucoup plus petit? Parce qu'en fait, c'est normal, il n'y a pas une organisation, je veux dire, compliquée, complexe. Il n'a pas de noyau, ni cytoplasme. Et c'est normal qu'il se retrouve tout petit comme ça, parce que c'est son organisation qui est, je veux dire, très, très basique, une organisation très basique qui fait que elle est invisible ou elle est invisible. Elle est invisible, quoique on est proche, certaines sont proches de la limite du microscope optique. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo là-dessus, vous pouvez aller la consulter. Bon, c'est celle-ci. Là, on est proche du microscope optique, et donc là, certaines, vaut mieux la regarder au microscope électronique. Donc, certaines, par contre, il y en a d'autres, virus qui apparaissent complètement invisibles au microscope optique. Hein. Voilà, il faut absolument prendre le microscope électronique. Alors, les virus, ils n'ont pas de forme générale, ça je l'avais déjà dit. Bon, alors que dans les bactéries, on a les bâtonnets, les coques, on a les coques qui sont des globules ronds. On a les coques, on a les spiriles qui sont des bâtonnets repliés, et on a les bacilles qui sont des bâtonnets. Voilà, là, ils ont une forme bien définie, alors que les virus, ils n'ont pas de forme définie. Hein. Une fois, on retrouve le phage qui se retrouve avec une queue et une tête. Une tête et une queue. On peut retrouver dans la forme comment on appelle ça, des cubes, des sphères, des bâtonnets. Voilà, ils n'ont pas de forme généralisée, contrairement aux virus, aux bactéries. Les bactéries, on peut les classifier par forme. On regarde au microscope la forme extérieure et on permet de dire, bon, on a un diplocoque ou on a un bacille, ou un spirille, etc. Alors, on range chez les protistes, on range chez les protistes les êtres vivants qui ne possèdent pas de vrais tissus. Donc ce ne sont ni des plantes, ni des animaux. Donc on va considérer que c'est tout ce qui est micro-organisme, c'est-à-dire qu'ils soient mono ou pluricellulaires, on s'en fout. On retrouve chez les protistes les virus, les bactéries, les protozoaires, les champignons, les algues. Voilà. Ceci étant dit, maintenant voyons voir la spécificité donc, des facteurs influençant le développement bactérien. Bien sûr, le premier qui vous vient à l'esprit, c'est la température. C'est la température. Et je vous l'avais dit, chaleur, température. Je vous l'avais dit tout à l'heure, lumière, pluie, chaleur, température. C'est la température. Alors, comment va-t-on parler de mettre en évidence la température? Par rapport à quoi? Il nous faudrait une courbe, tracer une courbe pour laquelle on pourrait se dire, bon, la température est réellement un élément fondamental pour la croissance ou le développement des bactéries. Est-ce que la température est réellement un facteur de croissance? Voilà. Est-ce qu'elle l'est? Ou elle l'est à certains moments et à d'autres pas? Mais en vérité, c'est exactement ça. La température est un facteur de développement à certains moments et pas à d'autres. Ça veut dire que la température, il faudra étudier en fonction de la température, mais se dire que comment va-t-on voir l'effet de la température? Si la température fait proliférer les bactéries, on va se rendre compte que la croissance est importante, et si la croissance est importante, c'est parce que la température fait en sorte que la croissance fait en sorte que la température est bonne à la croissance. Donc ça veut dire que la croissance est liée à la température, à une température donnée. Et c'est exactement ça. On va étudier la croissance, la quantité de bactéries développées en quantité.
On a une quantité de bactéries. Si maintenant j'ai beaucoup de bactéries, ça veut dire qu'à un moment donné, ça veut dire que la température donnée influence le développement. Alors, les courbes ont déjà été faites, je vais vous montrer tout de suite. C'est une courbe voilà, de Gauss. C'est une courbe de Gauss qui est comme ceci. Voilà, c'est une courbe comme ceci. Bien sûr, en fonction de la température. Alors, ici, on a une température minimale de développement. Ici, on a une température maximale de développement. Et ici, on retrouve une température optimale. Une température optimale de développement. Vous voyez qu'ici, on a une quantité de bactéries qui est énorme. Donc, c'est là, ça, c'est une température optimale de développement. Voilà. Donc, vous voyez qu'en dehors de ça, bon, en dessous d'une température minimale, il meurt. Au-dessus d'une température maximale, bon, les bactéries meurent. Mais à une température optimale, on a le maximum de bactéries développées. C'est-à-dire, elles ont cru, elles aiment bien se développer à cette température-là. Donc c'est pour ça qu'on a une quantité de bactéries, je veux dire, importante. Alors, il faut savoir qu'en disant ça, ça veut dire que le froid, qu'est-ce qu'il fait? Il freine le développement bactérien. Là, le froid freine le développement bactérien, d'où ce qu'on retrouve dans les frigos, on retrouve les frigos, les congélateurs, les surgélateurs. Pourquoi mettons un congélateur, surgélateur et un frigo? Justement, c'est pour ça. C'est pour freiner le développement, la croissance des bactéries. Alors que le chaud, là, il les tue. Le chaud les tue. Et chaud les tue. Voilà. Donc ça, c'est la température de développement. Et là, on a la quantité de bactéries qui est nombre de cellules. Quand je dis la quantité de bactéries, c'est le nombre de cellules qui vont s'accroître en fonction de la température. Si vous mettez une certaine température, qui est la température optimale. Mais température optimale, on a le maximum de bactéries, le maximum de cellules bactériennes. Donc on distingue bien une température minimale ou une température minimum, une température maximale ou une température ou un maximum de température, et une température optimale ou un optimum un optimum de développement, une température qui concerne un optimum de développement. Alors, sachez qu'il existe les bactéries utiles, les utiles et les pathogènes. Bon, ce qui dérange le plus l'être humain, l'interaction avec les êtres humains, l'être humain n'aime pas d'interagir, qu'il soit interagi, parce que c'est pas lui qui a interagi avec les bactéries. Quoique, oui, s'il les touche, c'est lui qui vient interagir avec les bactéries. Mais il n'aime pas l'interaction avec les pathogènes. Hein. Les utiles, c'est normal qu'il en faut. Il en faut parce qu'ils ont des rôles bien spécifiques. Utiles, s'ils sont utiles, c'est parce qu'ils ont un rôle utile. Voilà. Par contre, les pathogènes, bon, ils peuvent être mortels. Créer des maladies. Et donc, on essaie de... L'être humain, lui, il essaie de s'en épargner. Donc, avant de savoir quoi que ce soit, on veut savoir, justement, ces pathogènes-là, quelle est leur température de développement. Mais, comme par hasard, c'est une température bon, que l'être humain, voilà, 37 degrés. La température optimale des pathogènes, bon, c'est 37 degrés. C'est malheureux à dire, mais c'est comme ça. Voilà, elle se favorise convenablement, mais à 37 degrés. Donc, voilà, donc 37 degrés, c'est malheureux, mais c'est une température qui favorise le développement pathogène. Or, 37 degrés, bon, c'est une température, on va dire, qui n'est pas, je veux dire, qui est supportable pour l'être humain. Hein. Quand il fait 37 degrés, bon, c'est supportable pour l'être humain. Bon, voilà, 37 degrés. Voilà. Alors maintenant, il y en a qui ont des températures proches de zéro. Il y en a qui, à zéro, ils vivent encore. Voilà. D'autres sont, on va dire,
ont une température de développement qui va de 43 à 85. De 43 à 85. Alors je vais vous dire c'est lesquels. Donc ici, dans ce que je viens de vous dire, il y a différents types de bactéries qui vivent en fonction de différentes températures. C'est ça que je veux dire. Bon, et ça c'est intéressant de savoir si, voilà, les bactéries pathogènes, quelle est la température qui prolifère le plus. Voilà, et si par exemple elles aiment bien le froid, ben on va les tuer par le chaud. Voilà, si elles aiment bien le chaud, on va les tuer par le froid. Bon, maintenant, si elles sont moyennes, ben, soit on peut les tuer par le froid, par le chaud. Voilà. On peut travailler comme ceci. Bon, maintenant, je vous ai dit qu'il existe des bactéries qui aiment le chaud. Certaines qui aiment une température, on va dire, moyenne, hein, chaud, froid. Qu'est-ce que c'est que le chaud, qu'est-ce que c'est que le froid? Bon, ça à définir, bon, je n'en sais pas plus. Voilà. Définir le chaud et le froid, bon, c'est un petit peu qu'est-ce qui est chaud, qu'est-ce qui est froid. Hein, c'est une sensation. Hein. Le chaud, c'est une sensation. C'est une sensation. Il fait chaud, bon, le capteur que l'on a, c'est ses doigts. Voilà. Maintenant, si quelqu'un n'a plus de sensation au niveau de ses doigts, il va mettre dans le chaud, il va dire, bon, il ne sent rien. Bon, voilà, c'est une sensation. Maintenant, il y en a qui aiment des bactéries qui aiment, bien sûr, je parle de bactéries, hein, qui aiment le chaud, d'autres qui aiment une température moyenne et d'autres qui aiment le froid. Alors, ceux qui aiment le chaud, elles sont ce qu'on appelle thermophiles. Elles sont thermophiles. Ceux qui aiment le froid sont cryophiles. Et ceux qui ont une température, bon, qui sont entre les deux, elles sont ce qu'on appelle mésophiles. Voilà. Mais attention, la cryophile, ben, elle résiste au froid. Elle résiste au froid. On dira qu'elle est cryo-résistante. Voilà, elle est cryo-résistante. Donc, comme je l'ai dit, cryo-résistante, elle se développe à une température voisine de 0 degré. Alors, les thermophiles sont thermorésistantes. Donc les thermophiles sont thermorésistantes. Résistantes. Elles sont thermorésistantes. Les cryophiles sont cryorésistantes. Donc là, on a des températures voisines de 0 degré hein, pour certaines bactéries qui peuvent vivre proche de 0. Mais les thermorésistantes, ben, elles vont de 43 à 85. Je pense par exemple aux sources d'eau chaude bien sûr. On retrouve ça dans les égouts et les ensilages. C'est normal, bon, il y a des températures élevées, et elles permettent la prolifération au niveau de ces températures-là, de températures chaudes. Voilà. Alors, vous comprendrez que la température, c'est un facteur très important pour aussi bien les êtres humains, hein, parce que les êtres humains ne vivent pas à n'importe quelle température. Je vous ai donné tout à l'heure des températures extrêmes. Hein, on a plus 50 dans les déserts et moins 50 en Sibérie. Oui, il y a des êtres humains qui vivent, ils s'adaptent au milieu de vie, au biotope, à leur biotope, mais je veux dire, bon, c'est pas tout le monde qui s'adapte. Hein. Justement, l'être humain, qu'est-ce qu'il va faire? Comme il sait bien qu'il y a des zones plus faciles à vivre, ben, il va migrer. Il y aura une migration en fonction de... il va rechercher des lieux de vie plus agréables, des températures plus agréables, là où il y a une certaine humidité. Bon, là, c'est ce qu'on appelle les migrations. On va avoir des migrations en fonction
Je veux dire, s'il fait trop chaud, on va aller dans des pays tempérés. Maintenant, il y a des autres personnes qui font le contraire. Hein. Ils en ont marre de vivre dans des pays tempérés, mais ils se retrouvent et ils vont dans des pays chauds. Hein. Ils vont vivre dans des pays chauds. Voilà, tout dépend. Bon, chaque être humain peut rechercher son lieu de vie, pourquoi pas. Bon, il est libre de vivre où il veut sur Terre. Hein. Voilà, il va rechercher, bon, pour autant qu'il va rechercher ce qui l'intéresse le plus, la sécurité, un pays sécurisé, un pays où on vit bien, un pays où il fait chaud, un pays où, je veux dire, ouais, il va chercher son lieu de vie. Bon, mais ça, bon, la température, comme je vous ai dit tout à l'heure, la température est liée à la chaleur. Hein, la chaleur. Si je prends par exemple le froid, si je prends certaines températures qui ne peuvent pas vivre dans le froid, qui ne sont pas cryo-résistantes, hein, je prends des mésophiles, ben, je veux dire, là, à ce moment, il faut créer un froid artificiel pour, justement, ne pas qu'elle prolifère. Là, on va créer un froid artificiel, on va faire un refroidissement artificiel. Alors, comment refroidit-on? Comment refroidisait-on? Je veux dire, anciennement, ben, on mettait un corps froid qui allait prendre la chaleur du corps chaud. Donc on mettait voilà, un corps en contact de corps. Voilà, et ça permettait de refroidir, et ça a toujours été le cas, je veux dire, fait par nos prédécesseurs. Euh, voilà. Alors que maintenant, on crée un froid artificiel, hein, par des frigos, par des surgélateurs, des congélateurs. Ben voilà, donc c'est plutôt un système artificiel, c'est pas un système de contact. Hein. Avant, on mettait en contact, je veux dire, certaines choses pour enlever de la température, mais maintenant, on crée un froid artificiel. Et tout le monde maintenant a accès à l'électricité, donc la plupart des gens peuvent acheter un frigo et permettre, je veux dire, de recourir à un procédé plus compliqué qui implique une dépense d'énergie, qui est le froid artificiel, dépense d'énergie, parce qu'il est consommateur d'énergie, puisqu'on va mettre de l'énergie électrique. Alors qu'auparavant, on n'avait pas de frigo, mais on mettait tout simplement des éléments en contact qui pouvaient refroidir, si vous voulez, comment on appelle ça, l'objet, enfin l'aliment à refroidir. Voilà. Donc le refroidissement, on a des systèmes de réfrigération, des systèmes de congélation, des systèmes de frigo, permettant, je veux dire, d'avoir une certaine température, hein, en fonction de la congélation, de la surgélation ou du frigo, avoir des températures bien définies qui permettent de faire en sorte qu'on n'ait pas de germes qui vont naître, qui vont se développer via l'effet de la température. Mais qui dit température dit chaleur, hein, parce que c'est lié. Hein. Q est égal à mc delta T, la quantité de chaleur est égale à la masse fois voilà, la chaleur spécifique fois la variation de température. Donc il y a un lien entre chaleur et température. Donc voilà. Donc ceci étant dit, c'est fondamental. Fondamental. Est-ce que l'être humain a besoin de chaleur? Bah oui. La chaleur est synonyme d'élévation de température. Pour autant que la chaleur augmente. Si la chaleur augmente, on a une élévation de la température. Si la chaleur diminue, ben, on a une diminution de la température. Enfin, la température. Si la température augmente, ben, on a une élévation de chaleur. Si la température diminue, on a une baisse de chaleur. Donc la chaleur est un lien direct en fonction de la température. Q est égal à mc delta T. Q est égal à mc delta T. Ben ici, on voit bien qu'on a la variation de température et la variation de chaleur, elle est là. Si la variation de température augmente, ben, la variation de chaleur va augmenter.
ça va produire du chaud. Si la variation de température diminue, ben, la variation de chaleur va diminuer. Et donc la chaleur est bénéfique, bien sûr, pour les êtres humains, pour autant qu'on se trouve dans une gamme de température donnée. Donc là, on a une variation de chaleur donnée. Voilà. Ben, maintenant, je vous ai pris des températures allant de moins 50 à plus 50. Là, au pôle, là, dans les déserts. Ben, bon, la variation de chaleur, elle est dans une zone limite. Mais les gens ne vont pas habiter dans les extrêmes, bien sûr. Hein. Ils vont trouver des zones vivables pour avoir une quantité de chaleur définie qui est agréable à vivre. Bon, maintenant, il y a aussi les périodes hivernales, les périodes l'été. Bon, il y a les 4 cycles, voilà. Le printemps, on a l'été, l'automne, l'hiver et le printemps. Voilà, c'est un cycle. Hein. Là aussi, on a un cycle. On a un cycle. La Terre tourne sur elle-même. Voilà, la Terre tourne autour du Soleil. Ben, on a des cycles. Donc, on a les cycles de, on va dire, des différentes. Voilà, l'été, l'automne, le printemps. Voilà, qui sont les cycles saisonniers. Cycles saisonniers. Et donc là, on a, pour un biotope donné, quelqu'un qui vit dans un lieu donné, ben, la chaleur va interagir avec le biotope en fonction des saisons. Et donc, comme la personne est dans le biotope, ben, elle va subir voilà, les effets de la chaleur sur le biotope. Et donc, comme la personne est dans le biotope, ben, elle va subir les effets du biotope, qui, elle, a subi les effets externes du soleil, par exemple. Qu'est-ce qui va porter la chaleur? Ben, c'est le soleil. Maintenant, on peut avoir des chaleurs artificielles, hein. Comme on a un frigo artificiel, le frigo, surgélateur, congélateur, c'est artificiel. C'est créé par l'être humain, c'est un froid artificiel. Eh bien, on peut avoir des chaleurs artificielles. Hein. Vous comprenez, c'est on appelle ça le chauffage. Chauffage, quel que soit le type de chauffage, il en existe toute une panoplie. Voilà, donc on peut, la chaleur, le biotope peut-être, la température, qui est une des caractéristiques influençant le développement bactérien, mais est utile aussi pour aussi bien les êtres humains, les végétaux, etc. Il faut des conditions de température, et donc fatalement, qui dit température dit chaleur, hein. C'est delta Q. Ouais, on va prendre T, donc c'est lié, la chaleur est liée à la température. Hein. Plus la température est élevée, plus la chaleur est importante, et plus la température est basse, et plus la chaleur est basse. Voilà. Et donc le biotope va s'inspirer de chaleur provenant du soleil, et donc de la température provenant du soleil, donc de la chaleur provenant de la température qui va causer l'effet de chaleur. Bien, le biotope va subir des effets externes. Et bien sûr du soleil si c'est naturel, et d'autres sources de chaleur si c'est artificiel. Hein. Par exemple le chauffage, etc., etc. Donc le soleil va envoyer sa chaleur au biotope et l'être humain ou les micro-organismes qui sont dedans va subir cette chaleur puisqu'elle est donnée au biotope et comme l'être humain ou les micro-organismes sont dans le biotope, voilà, il va interagir avec cette chaleur apportée par le soleil. Voilà. Et donc il faut une certaine température, une certaine chaleur, et c'est l'être humain qui va, par exemple si je prends l'être humain, ben, il va choisir son lieu de vie. Tout comme les bactéries vont voir où il est possible de vivre. Hein. S'ils trouvent des égouts pas loin, ben c'est la porte ouverte, à certaines bactéries. Hein. Donc s'ils trouvent des égouts à un certain endroit, ben, c'est un milieu de vie qui est agréable pour certaines bactéries qui vont pouvoir vivre dans les égouts. Par exemple, s'il y a un nouvel égout qui a été créé il n'y a pas longtemps et que les eaux s'écoulent, ben ça y est, c'est la source. C'est la porte ouverte à de nouvelles bactéries, je veux dire, qui peuvent être pathogènes. Alors,
Voilà, ça c'est pour la température. Il y a un deuxième facteur, c'est l'hygrométrie. L'hygrométrie, bon, c'est l'humidité. L'hygrométrie, ben, ça dépend. Ça dépend. Est-ce que c'est favorable au milieu bactérien? Est-ce que c'est favorable, l'hygrométrie? L'hygrométrie, c'est le degré d'humidité. Hein. L'humidité de quoi? Ben, ici, on est dans l'atmosphère, c'est l'humidité dans l'air. L'humidité dans humidité dans l'air. Bon, mais il faut savoir que l'air n'est pas toujours humide. Hein. Oui, il y a l'air humide. L'air humide, qu'est-ce que c'est? Si je prends l'air humide, c'est de l'air sec contenant de l'humidité. C'est ça l'air humide. C'est de l'air sec contenant de l'humidité. C'est-à-dire de la vapeur d'eau. On a de l'eau dedans. Ça, c'est l'air humide, parce qu'il existe aussi l'air saturé. L'air saturé, c'est l'air contenant un maximum d'humidité. Et il y a l'air conditionné. Donc l'air saturé, ça veut dire qu'il y a beaucoup de, comment on appelle ça, d'humidité. L'air saturé, il est saturé en humidité, c'est ça que ça veut dire. Hein. Il y a l'air humide, bon, c'est un air sec contenant de la vapeur d'eau, d'une certaine quantité d'humidité. Il y a l'air saturé, là on a poussé le bouchon, je veux dire, en maximum d'humidité. Et on a l'air conditionné qui est l'air purifié dans un espace confiné, dont on peut contrôler bien sûr aussi bien la température, l'humidité, la vitesse de circulation de l'air et le niveau sonore, qui peuvent être, je veux dire, des paramètres et être réglés, je veux dire, contrôlés. Ce sont des paramètres contrôlables. Hein. Vitesse de circulation de l'air, la température, l'humidité, voilà. Et c'est de l'air purifié, bien sûr, dans un espace confiné. Voilà. Et donc ça, c'est l'humidité. L'humidité de l'air. Alors, l'humidité de l'air, je vous le dis tout de suite, elle est favorable. Parce que pourquoi c'est favorable, l'humidité de l'air aux bactéries? Parce qu'il contient de l'H2O. Je vous avais dit tout à l'heure, c'est des paramètres physico-chimiques. Physico-chimiques qui vont venir influencer, je veux dire, le développement bactérien. Mais physico-chimique, pour l'instant, physique, j'en ai vu un, c'est la température, et donc fatalement, j'ai vu la chaleur. La chaleur, température et chaleur sont, voilà, grandeur physique. Maintenant, l'eau, ben l'eau c'est quoi? C'est chimique. Hein. L'eau c'est chimique. Donc l'eau est un facteur chimique qui va favoriser le développement bactérien. Alors maintenant, si vous asséchez, bon, assécher c'est pas toujours bon aussi pour les poumons. Hein. Assécher l'air, quelqu'un qui va bon, respirer de l'oxygène pur, bon, ça assèche le poumon, l'oxygène pur. Ça assèche les poumons. Contrairement à, je veux dire, une machine qui produit voilà, de l'oxygène, là on humidifie. Si c'est un appareil électrique, mais là on humidifie, mais si c'est par bonbonne, là on a de l'air sec. De l'oxygène sec. Donc ça sèche les. C'est de l'oxygène pur, hein, ce qui est en bouteille, donc ça va sécher les poumons. Donc c'est pas bon, c'est pas bon pour les poumons. Ce qui est sec n'est pas bon forcément bon pour les poumons. Il faut un degré d'humidité pour les poumons, mais trop sec c'est pas bon. Trop sec c'est pas bon. Donc dans l'air respirable bien sûr. Hein. Donc bah, maintenant, l'humidité c'est un facteur très important pour donc le développement bactérien. Et dans un milieu sec, la bactérie, comme, comme on est dans un milieu sec, ben, la bactérie va perdre de son eau. Elle va devenir à ce moment-là inactive. Alors, si maintenant vous poussez le bouchon très loin, c'est-à-dire que vous prolongez cette sécheresse, eh bien, cette sécheresse peut même tuer la bactérie. Elle peut la tuer. Bon, maintenant, qui dit sécheresse, ne dit, il ne faut pas rester là non plus, parce que si c'est pas bon pour la bactérie, c'est pas bon pour l'être humain non plus, la sécheresse. Voilà. Parce que la sécheresse, comme on dit, on perd beaucoup de son eau. Hein. D'ailleurs, quand il y a une sécheresse, il faut boire beaucoup.
On boit beaucoup pour récupérer l'eau qu'on perd. Voilà. Donc, la sécheresse, ben, c'est, je veux dire, on a moins d'eau dans l'air. On a moins d'eau dans l'air. On a moins d'eau dans l'air. Donc, on a un air sec, si vous voulez. Et là, plus on va pousser le bouchon loin au niveau de la sécheresse, et c'est possible, tout est possible, là, à ce moment-là, ben, la bactérie ne vivra pas. Ne vivra pas parce que la bactérie n'aime pas la sécheresse, puisqu'en fait, elle perd de l'eau. Tout comme un être humain perd de l'eau quand il y a une sécheresse. Donc l'humidité, autant la sécheresse n'est pas favorable aux facteurs bactériens, mais l'inverse, l'humidité est un facteur favorable au développement bactérien parce qu'elle y retrouve de l'eau. Elle y retrouve de l'eau dans son milieu. Donc voilà. Voilà, maintenant voyons, j'ai vu l'humidité. Maintenant je vais voir la lumière. C'est un facteur fondamental, la lumière. La lumière est un facteur fondamental. Alors, maintenant, je vais parler un petit peu des virus. Du virus. Si je prends le virus, ben, pour tuer un virus, ben, on sait bien depuis très longtemps qu'on a la faculté de mettre des UVC. Ben justement, le soleil possède ces UVC, mais on peut créer des UVC artificiels. Alors, le virus, il se dégrade facilement sur une surface plane en étant exposé au soleil. D'ailleurs, je peux vous le dire que le journal qu'on appelle Infectious Disease en a parlé il n'y a pas très longtemps. Il y a une étude qui a été faite. Donc il y a Infectious Disease, on en a parlé. Mais qu'il en parle ou il n'en parle pas, ça change rien. Parce qu'on le sait depuis très longtemps. Ça ne date pas d'aujourd'hui. Ça date depuis de nombreuses années qu'il y a des, comment on appelle ça, des stérilisations qui se font au travers des UV, des appareils spécifiques à UV, à UVC, et qui permettent de tuer, je veux dire, les microbes. Bon, donc ce qui veut dire que bon, normalement, une lumière d'été tue plus, je veux dire, les virus qu'une lumière d'hiver. Parce qu'il y a plus d'UV en été qu'en hiver. Elle dépendra de paramètres tels que le temps d'exposition. Plus ça va t'exposer, je veux dire, à la lumière, et plus, je veux dire, à ce moment-là, c'est normal qu'après un certain temps, il y aura l'attaque de la lumière. Va faire son effet à un moment donné, mais il n'y a pas que ça. Il y a la quantité de lumière. La quantité de lumière est importante pour, je veux dire, tuer les microbes. Maintenant, attention. Attention. Attention à ce que je vais dire, parce que si vous avez deux personnes qui s'échangent, ils discutent ou ils parlent, ou peu importe ce qu'ils font, il y a deux personnes. Elles sont proches l'une de l'autre. Mais qu'il y ait du soleil, avec des UV bien sûr, UVC, ou pas, ça ne change rien. Parce que si la maladie est infectieuse, ben, c'est pas le soleil qui va faire partir, je veux dire le risque d'infection. Hein. Donc, ces deux personnes-là qui sont proches l'une de l'autre, s'ils sont à distance non réglementaire ou il y en a une qui va éternuer sur l'autre et qui va en parler en envoyant ses postillons, et que la distance est favorable à recevoir des postillons, voilà, d'une tête à l'autre, mais on dira que le risque, soit au soleil ou à l'ombre, il sera le même. Hein, parce que ne respecte pas les distances de sécurité vis-à-vis d'une maladie infectieuse. Et s'il y en a un qui est contaminé, ben bon, il va contaminer l'autre. Bien sûr, s'il y en a un qui est contaminé, parce que s'il y en a un qui n'est pas contaminé, s'ils sont tous les deux pas contaminés, ça ne change rien. Mais si je parle qu'il y en a un qui a le virus, il y en a un qui a un virus, ben, s'il est contaminé, voilà, il est contaminé, il est malade, mais
Une fois qu'il va, il va parler qu'il y a la distance réglementaire qui n'est pas respectée, mais il va continuer. Et si l'autre ne porte pas un masque, bien sûr, n'est pas protégé ou n'importe quoi, n'est pas protégé, ben, elle va choper le virus en moins de 4, qu'il y ait des UVC en été ou en hiver, ou peu importe, qu'il soit à l'ombre, ça ne change rien. Là, c'est un problème voilà, de recevoir. Il va recevoir l'autre. Qu'est-ce qu'il va faire le virus? Le virus, il va faire tousser exprès pour. Ça fait exprès, ça. C'est fait exprès. Le virus, il fait tousser exprès pour justement communiquer de proche en proche et échanger. C'est juste ça. C'est ce qu'on appelle une interaction. Le virus va faire, va donner des sensations, je veux dire, au poumon pour justement pour faire en sorte que la personne tousse et envoie vers l'extérieur et donc échange les virus qui sont dans le corps d'un corps 1 vers un corps 2. Donc c'est fait exprès, le virus il fait exprès. Il irrite les poumons exprès pour que la personne éternue et qu'elle envoie vers une autre personne. Et là, à ce moment-là, c'est l'autre personne qui la chope. Et là, je veux dire, c'est lui qui va retomber malade. Qui lui va, voilà, si elle n'est pas en isolement, si on ne la met pas en isolement, ben, va aller contaminer d'autres personnes, voilà, si on ne l'isole pas. C'est-à-dire la mettre en quinzaine ou en quarantaine, peu importe. Donc vous voyez qu'ici, qu'est-ce qui se passe? Ben, qu'il y ait du soleil ou pas de soleil, ou vous êtes à l'ombre ou peu importe, ça ne change rien, parce que là c'est une question d'infection, je veux dire de proche en proche. Bon, maintenant, les UV, bien sûr, ils ne traversent pas le corps, hein. Donc ça ne tue pas le virus qui sont dans le corps. Par contre, on peut imaginer, je veux dire, une source radioactive, nucléaire, là, qui va venir passer au travers le corps. Mais le problème, c'est que ça pourrait tuer les virus, sans aucun souci. Mais le problème, c'est que ça toucherait, je veux dire, la personne qui serait non plus contaminée, mais elle serait touchée par une source radioactive. Et donc là, ça serait un autre problème. Et peut-être même plus grave que le virus. Quoique, bon, la gravité, on peut en discuter, parce qu'un virus qui est mortel, qui va vous tuer dans les 2 jours, une bactérie qui va vous tuer dans les 2 jours, et une personne qui est contaminée par une source radioactive, je veux dire, il faut qu'on repeser le pour et le contre. Mais maintenant, je veux dire, c'est un mauvais effet. Je veux dire, la radioactivité, donc vous me perdez la sensation de chaleur qu'on a, bon, elle est désagréable, etc., quand on a une source radioactive qui nous a contaminés. Hein. Surtout en fonction des doses. Hein. Plus la dose est forte, et plus on a une sensation de chaleur. Voilà, donc ce que je vous disais, que la lumière est néfaste au monde bactérien, et donc on connaît, si vous voulez, la stérilisation par ultraviolet. Par ultraviolet. Donc la lumière est non favorable, si vous voulez, au développement bactérien. C'est pour ça qu'on peut dire que le chaud, enfin quand je dis chaud, c'est une température. Il y a des températures qui sont, je vous ai dit tout à l'heure, qui sont thermophiles. Hein, thermophiles. Donc si on a du chaud, quand je dis chaud, c'est pas très très chaud, c'est pas. Bon, je vous ai parlé tout à l'heure de 43 à 85 degrés, c'est pas 100 degrés. Hein, c'est pas 100 degrés, voilà. Voilà. Si vous avez du chaud et l'absence de lumière, c'est-à-dire du noir, ben là, vous pouvez vous dire que vous pouvez avoir une prolifération, je veux dire, des micro-organismes. C'est le cas dans les égouts. Hein. On a un petit peu de chaud, il fait noir dans les égouts. Et ben voilà, là on a, dans les égouts, on a prolifération de micro-organismes. Voilà. Alors maintenant, voyons-nous. Donc on a vu la température. J'ai vu la température. Donc la chaleur. Hein, la chaleur. J'ai vu la lumière. Et j'ai vu l'hygrométrie. Donc là, on a une température optimum de prolifération qui est environ 37 degrés. La lumière, bon, il en faut, mais pas trop. Les bactéries n'aiment pas la lumière.
on va dire une quantité normale de lumière, hein, pas trop. L'hygrométrie, ben, je veux dire, faut pas, il faut que ce soit humide. Voilà. Je dirais ici absence de lumière. On va mettre absence de lumière ici. La lumière, il en faut le moins possible. L'humidité, il en faut une quantité, hein, pas trop d'humidité non plus. Une certaine quantité d'humidité, hein, une certaine quantité de lumière, bon, mais pas trop de lumière. Et une température optimale de développement. De développement. Et là, on a, vous voyez, les bactéries qui peuvent proliférer à foison. À foison. Bon, mais il reste encore d'autres choses. Un être humain, on va prendre toujours sur la base de l'être humain, parce que c'est ça qui me prend, c'est ça qui, je veux dire, ma base pour de discussion, c'est l'être humain. Alors, l'être humain, s'il trouve une certaine température de vie, bon, comme je vous l'ai dit, dans le biotope, qu'il a une certaine quantité de lumière, bon, il aime bien se réveiller au matin, il voit une belle lumière, hein, le ciel bleu, etc., il aime bien. Voilà, et il fait pas trop sec, voilà, donc tous ces paramètres-là, l'être humain, il aime bien. Il fait pas trop sec, pas trop humide non plus, mais voilà, une hygrométrie, je veux dire, moyenne. Une lumière, une belle petite lumière, pas aveuglante, bien sûr, parce qu'il n'aime pas ce qui est, je veux dire, agressif, et une certaine chaleur, pas trop importante et pas trop basse. Là, à ce moment-là, bon, c'est agréable, le biotope là, il est agréable à vivre pour l'être humain. Bon, maintenant, est-ce que ça suffit pour vivre? Ben non, ça ne suffit pas, parce qu'il doit manger, il doit s'alimenter. Il doit s'alimenter pour vivre. Il doit, voilà, il doit s'alimenter pour vivre. C'est bien d'avoir de la température autour de soi, c'est bien d'avoir de l'humidité, c'est bien d'avoir de la lumière, ouais, mais s'il ne se mange pas, il va mourir. Et la bactérie, c'est la même chose. Si elle ne mange pas, la bactérie va mourir. Alors, pour les bactéries, il faut distinguer deux types de bactéries. Il y a les bactéries, enfin, au niveau de l'alimentation, bon, il y a ce qu'on appelle les cellules qui sont autotrophes, et ce qu'on appelle hétérotrophes. Voilà. On a les cellules autotrophes et hétérotrophes. Alors, les cellules autotrophes, elles sont capables de fabriquer ses propres protéines, bien sûr, par chimiosynthèse, et elle va transformer, si vous voulez, elle va manger les composés inorganiques en composés organiques. Une belle machine, hein. Voilà, une belle machine. Ben, le ver de terre fait des choses comme ça aussi. Hein. Le ver de terre, bon, il n'y a pas que, voilà, voilà. Ici, on va prendre de l'inorganique pour fabriquer de l'organique, bien sûr, avec, si vous voulez, des composés organiques qui sont riches en énergie. Riches en énergie. Voilà. Alors, l'hétérotrophe, bah, ils vont consommer une cellule. Hein. Ils vont consommer une cellule, mais on va distinguer la bactérie, si je prends la bactérie utile et la pathogène. Alors, la bactérie utile, ben justement, pourquoi elle est utile? Parce qu'elle va consommer une cellule morte. Voilà. Elle va consommer la bactérie qu'on appelle saprophyte. Hein. La saprophyte va consommer une cellule morte.
alors que la pathogène, elle va consommer une cellule vivante. Le problème, il est là. Voilà, donc l'autotrophe, elle va, si vous voulez, fabriquer ses propres protéines par chimiosynthèse. Elle va manger un composé inorganique, elle va s'alimenter en mangeant un composé inorganique pour le transformer en composé organique, et ce composé organique sera riche en énergie. Les hétérotrophes, vont, il y a au niveau des bactéries, il y a les bactéries utiles, qu'on appelle saprophytes, qui vont manger des cellules mortes, alors que les pathogènes, le problème c'est qu'eux vont manger des cellules vivantes. Voilà. Alors, pourquoi manger? Mais c'est pour s'alimenter en énergie. Hein. On mange pour s'alimenter en énergie. Donc la bactérie, bon, c'est bien la croissance et le développement, tout ce qui s'ensuit, mais il faut bien qu'elle s'alimente en énergie aussi. Parce que pour avoir des interactions, avant d'avoir des interactions, il faut qu'elle soit alimentée en énergie. Donc il leur faut une source adéquate d'alimentation, si vous voulez. Il faut qu'elles trouvent leur alimentation dans leur milieu de vie pour pouvoir assouvir leur vie. Parce que la vie, c'est quoi? C'est aussi un échange énergétique. C'est d'abord à la base un échange énergétique. Ici, quand je vous parlais de température de lumière, c'est un échange d'énergie, parce que recevoir de la lumière, c'est recevoir des vitamines D. C'est de l'énergie. La photosynthèse, recevoir de la lumière, c'est recevoir de l'énergie. Donc la lumière est une forme d'énergie. Donc lumière, comme la température, enfin je parle de chaleur. Recevoir de voilà, la chaleur est une énergie. Recevoir la température, c'est recevoir une certaine forme d'énergie, sous forme calorifique. Recevoir de la lumière, c'est de la lumière. La lumière est une énergie calorifique. Hein. Voilà, la lumière est une forme d'énergie. Là, elle est sous forme lumineuse, et là, elle est sous forme de chaleur calorifique. Voilà, donc le soleil apporte la lumière et la chaleur. Elle apporte la chaleur en tant qu'énergie calorifique, elle apporte la lumière en tant qu'énergie lumineuse. Voilà. Maintenant, vous allez me dire l'hygrométrie, qu'est-ce que c'est? Mais ça, c'est lié à l'air dans l'atmosphère avec le taux de vapeur d'eau que l'on a dans l'air. Le taux de vapeur d'eau que l'on a dans l'air. Donc ça n'a plus rien à voir avec le soleil. Ça a à voir avec l'atmosphère. L'atmosphère est la quantité d'eau dans l'air de cette atmosphère. Donc pour vivre, les cellules bactériennes ont besoin, je veux dire, de s'alimenter. Bon, et la plupart, si vous voulez, elles sont hétérotrophes. La plupart des bactéries sont de type hétérotrophe. La plupart sont hétérotrophes. Ils doivent trouver dans leur alimentation des substances, si vous voulez, organiques qu'elles peuvent synthétiser. Voilà. Enfin, qu'elles ne peuvent pas synthétiser, justement. Justement, le problème, il est là. C'est que là, elles les synthétisent. Ces molécules organiques, elles les synthétisent. Mais là, l'hétérotrophe, elle ne peut pas synthétiser ces molécules organiques. Donc il faut bien qu'elle aille chercher dans leur alimentation des cellules mortes qui sont des cellules organiques. Voilà. Et c'est ça, justement, elles sont hétérotrophes justement pour ça. Parce que là, elles s'alimentent en l'autotrophe justement. Elles mangent des composés inorganiques pour les transformer en composés organiques. Voilà. Alors que l'hétérotrophe, mais elle n'est pas capable de synthétiser, je veux dire, par chimiosynthèse, de synthétiser, je veux dire, de fabriquer ses propres protéines. Donc, qu'est-ce qu'elle fait? Elle va les chercher dans le milieu extérieur. Elle va manger
des cellules mortes, qui sont des cellules organiques. Donc elle va, si vous voulez, s'alimenter, aller chercher des cellules mortes pour pouvoir s'alimenter, qui sont des molécules organiques. Et ces hétérotrophes sont incapables de synthétiser, si vous voulez, ces cellules organiques, ces substances organiques. Voilà, voilà. Bon, et ça, les bactéries utiles, vous savez très bien que je vous l'ai déjà dit plusieurs fois, ce sont les saprophytes. Hein. Ce sont les bactéries saprophytes. Et les bactéries saprophytes, justement, elles se nourrissent de matière organique inerte. Voilà. Par contre, si elles se nourrissent de cellules vivantes, à ce moment-là, ce sont les bactéries parasites. Quand je dis qu'elles se nourrissent de cellules vivantes, donc fatalement de tissus vivants. Voilà, donc elles vont s'attaquer aux tissus. Ce sont les bactéries pathogènes. Voilà, parasites, les bactéries parasites ou pathogènes qui vont s'attaquer aux cellules vivantes parce qu'elles vont voilà, aller manger ces cellules, on va dire, vivantes. Donc les bactéries utiles pathogènes sont hétérotrophes. Voilà, les saprophytes et les bactéries pathogènes sont dits hétérotrophes parce qu'ils vont manger des cellules organiques. Voilà, ils vont manger des cellules organiques. Mais heureusement que la bactérie utile ne mange que des cellules organiques mortes, alors que la bactérie pathogène mange des cellules organiques vivantes. Et dans un nettoyage, on essaie de dans une infection, on essaie de désinfecter les bactéries pathogènes, mais pas les utiles. Les utiles, on en a toujours besoin, parce qu'elles tuent les cellules mortes. Elles font un nettoyage, un auto-nettoyage naturel ici, hein, puisqu'elles tuent les cellules mortes. Elles les mangent. Je m'excuse, elles les mangent. Elles les tuent pas, elles les mangent. Elles mangent des cellules mortes. Donc, quand on a des cellules mortes, bon, il faut des bactéries utiles qui puissent manger ces cellules mortes. Par contre, on ne veut pas des bactéries pathogènes parce que ça crée la maladie. On a des propres cellules qui sont vivantes dans le corps, mais elles arrivent là, elles vont vous manger les cellules vivantes. Donc, voilà, parce qu'elles ont besoin de manger, elles vont manger, dire, des matières organiques qui sont des cellules vivantes, et voilà. Contrairement, et ce sont tous les deux des hétérotrophes parce qu'ils mangent des cellules organiques. Alors que l'autotrophe, non, lui, il va manger des cellules inorganiques qui vont transformer en cellules organiques, qui sont riches en énergie, c'est-à-dire qu'il va avoir une chimiosynthèse ici. Donc voilà, une transformation de matière inorganique en matière organique. Bon, quand je dis transformation en matière organique, ce sont des déchets. Hein. Ce sont les déchets, vous comprendrez que c'est ce qui ressort. Hein. Il y a une entrée, une sortie. Bon, on mange par le ventre et on sort par l'anus. Ici, c'est un peu la même chose. Hein. Je veux dire, elle mange, elle ressort. Hein. Voilà, elle transforme via tout son mécanisme intérieur. Bon, elle transforme. C'est une transformation qui se passe. Voilà. Bon, en ce qui concerne les autotrophes, celles qui sont autotrophes, on va dire qu'ils sont rarement photosynthétiques. Ils possèdent un pigment différent de la chlorophylle, mais qui capte également l'énergie lumineuse. Hein. Voilà, donc elles sont, comme je vous ai dit tout à l'heure, chimiosynthétiques. Voilà. Donc, et donc elles sont chimiosynthétiques, elles se nourrissent de composés inorganiques qu'elles transforment
par voie chimique, bien sûr, en substances organiques riches en énergie. Je pense par là bactéries nitreuses et, par exemple, et les nitriques oxydants, les composés azotés. Donc les bactéries nitreuses et nitriques oxydants, les composés azotés. Voilà, je pense à ça. Ouais, là, on a le cycle de l'azote, on va retrouver ça. Voilà, dans le cycle de l'azote, on va retrouver ça. Donc, comme je vous ai dit, elle ne possède pas, je veux dire, des pigments verts comme on retrouve dans la chlorophylle. Hein. Voilà, mais elle capte l'énergie lumineuse. Hein. Tout comme les chlorophylles, mais non pas de chlorophylle. Voyons voir maintenant. Donc, ceci étant dit, on a... ça, c'était la source d'alimentation. La source d'alimentation. Ce qu'elle mange. Et si elle mange, elle défèque. En fait, elle défèque, elle trouve... En fait, elle transforme en substance autre. Si elle était inorganique, si c'est une autotrophe, si elle va déféquer, ben, elle va faire non pas une photosynthèse, mais une chimiosynthèse. Parce qu'en fait, elles n'ont pas de pigment. Pigment vert, de chlorophylle. Maintenant, voyons voir autre chose. L'être humain. Bon, il a besoin de s'alimenter. Ça, on a vu. L'alimentation, on a vu. On a besoin de température. Il a besoin d'humidité, d'un degré d'humidité bien défini. Il a besoin de chaleur. Voilà. Est-ce suffisant? Est-ce suffisant? Non. Parce que, bien sûr, vous comprenez qu'il a besoin... Il vit dans un... Tout ça, c'est dans un biotope. Hein. Un biotope. Il a besoin de quoi? Il a besoin d'oxygène. Il a besoin d'oxygène. Bon. Et voyons voir, justement, ce qu'il en est pour la bactérie concernant l'oxygène. En fait, il existe différents, pour la teneur en oxygène, différentes catégories. Il y a l'aérobie stricte, l'anaérobie stricte, l'aérobie facultative et l'anaérobie. Ici, c'est l'anaérobie, hein, AN, anaérobie. L'aérobie, je vais bien les noter. Là, l'aérobie stricte, l'anaérobie, je m'excuse, je me suis déjà trompé, l'anaérobie, l'aérobie, j'ai déjà écrit, l'anaérobie stricte, l'aérobie facultative et l'anaérobie facultative. Voilà. Alors, l'aérobie stricte. Ben, l'aérobie stricte, c'est une présence d'oxygène qui se développe. Enfin, la bactérie, ici la bactérie, on parle toujours de la bactérie, hein, voilà. Ben, il y a des bactéries qui ont besoin d'oxygène. Ils ont besoin d'oxygène, point. Pour son développement, il est obligé d'avoir de l'oxygène. Donc il y a une présence d'oxygène obligatoire pour se développer. Parce que sinon, il va mourir. Bon, ça, c'est pas toutes les bactéries. Hein. Parce que il y a des bactéries qui se développent en l'absence d'oxygène. Il ne leur faut pas de l'oxygène. S'il y a de l'oxygène, ils vont mourir. Voilà. Donc, l'aérobie stricte, ça veut dire que ce sont des bactéries qui peuvent vivre en présence d'oxygène, mais pur. Il faut toujours de l'oxygène. Il y a des bactéries comme ça. Il y a des bactéries qui ne vivent pas, qui vivent sans oxygène. Et si vous leur mettez de l'oxygène, elles vont mourir. Ici, l'aérobie stricte, si vous enlevez l'oxygène, elle va mourir. Là, si vous mettez de l'oxygène, elle va mourir. Certaines bactéries qui sont en aérobie stricte,
bon, vous leur mettez de l'oxygène, elles vont mourir. Maintenant, l'aérobie facultative, à ce moment-là, elles sont rangées dans la classe des anaérobies. Ils n'ont pas besoin d'oxygène, mais s'ils en ont, ils n'ont pas besoin d'oxygène. Voilà. Mais s'ils en ont, c'est pas grave. Si on a, voilà, mais elles peuvent se trouver en présence d'oxygène, c'est pas un problème. Et là, c'est la même chose, les anaérobies facultatives, mais elles vivent en présence d'oxygène, mais s'il n'y a pas d'oxygène, elles peuvent vivre en l'absence d'oxygène. Attention qu'elles peuvent vivre facultativement, je veux dire, en présence d'oxygène, mais pas toujours. Voilà. Normalement, elle est censée vivre en l'absence d'oxygène, mais bon, elle peut facultativement vivre avec de l'O2, facultativement, pas tout le temps. Ici, c'est la même chose. En aérobie facultative, ben, elle vit en aérobie, mais facultativement, il peut lui arriver que, bon, c'est pas grave si à un moment donné, il y a l'absence d'oxygène. C'est pas grave. Bon, maintenant, donc si je prends les bactéries aérobies strictes, donc comme je l'ai dit, elles existe la présence d'oxygène, et elles respirent, si vous voulez. Parce que on comprend qu'il y a une respiration, là. S'il y a de l'oxygène, bon, il y a un échange avec l'oxygène. Donc elles respirent. Alors, qui respire? Bon, on comprend que ce sont les plantes et les animaux qui ont besoin d'oxygène. Hein. Donc les plantes et les animaux respirent. Hein. Voilà, donc les bactéries aérobies strictes, mais elles font comme les plantes et les animaux. L'être humain, il a besoin d'oxygène pour vivre. Hein. Sans oxygène, il ne vit pas. Bon, par exemple, un exemple de bactéries aérobies strictes, c'est par exemple le bacille de la tuberculose ou le bacille de la diphtérie. Ben, ceux-là, ils ont besoin d'oxygène. Alors, les bactéries anaérobies strictes, donc comme je vous ai dit, ne se développent pas en présence d'oxygène. Alors vous allez me dire comment ça se passe, mais leur métabolisme, il est fermentatif. Leur métabolisme est fermentatif, donc on aura une fermentation, si vous voulez. Une fermentation. Voilà, leur métabolisme est fermentatif. Alors, par exemple, c'est la bactérie du tétanos et du botulisme. Voilà, c'est le tétanos et le botulisme. Alors, les bactéries anaérobies facultatives, comme je vous ai dit, sont aérobies, mais se développent dans une cellule, dans une certaine, je m'excuse, les bactéries anaérobies facultatives ici, bon, sont aérobies, mais ne se développent que dans une certaine mesure en milieu anaérobie. Ah. Donc, les bactéries anaérobies facultatives, c'est celui-là, hein, sont aérobies, donc présence d'oxygène, mais se développent dans une certaine mesure facultativement, on va dire, en milieu anaérobie. Donc, par exemple, Escherichia coli. Escherichia coli, c'est une anaérobie facultative. Escherichia coli. Alors, les bactéries aérobies facultatives, celui-ci, sont anaérobies, ils vivent en absence d'oxygène, mais ont une activité limitée en présence d'oxygène atmosphérique, et celles-là, elles sont rares. Elles sont plutôt rares. Elles sont plutôt rares. Voilà. Et ceci termine donc la vidéo que je voulais vous montrer concernant, je veux dire,
les facteurs influençant le développement bactérien, même si parfois j'ai pu parler des êtres humains ou des virus, ou parfois même des plantes, eh bien, vous voyez que la bactérie a besoin de certaines choses pour vivre. Donc d'oxygène, température, chaleur, chaleur qui est liée bien sûr avec la température, de lumière, certaines doses de lumière ou pas, d'un degré d'hygrométrie, présence d'oxygène, bien sûr, d'une alimentation et comment elle va synthétiser son alimentation. Voilà. Et là, on distingue les autotrophes des hétérotrophes. Et donc, connaissant ceci, si il s'agit de bactéries utiles, quand on fera un nettoyage, on évitera de les tuer. Fatalement, il ne faut pas utiliser les grands désinfectants pour tuer des bactéries utiles, mais il faudra faire le nécessaire pour tuer les bactéries pathogènes en laissant les bactéries utiles, bien sûr, qui sont des saprophytes, bien sûr, faire un nettoyage adéquat. Voilà. Alors, pour tuer les pathogènes, on regardera comment faire pour tuer les pathogènes. En utilisant des produits chimiques, hein, je l'ai toujours dit, tels que l'eau de javel, le chlore, des antibactériens. Si on a des virus, des virucides, on peut utiliser du chlore, des UV. Voilà. Maintenant, chauffer fortement, ou ramener une sécheresse de l'air, ou encore il y a différentes techniques. Les différentes techniques, c'est de faire en sorte comment ont-ils la possibilité de vivre. Eh bien, grâce à l'oxygène. Mais s'ils vivent grâce à l'oxygène, mais c'est de mettre une absence d'oxygène. Maintenant, si on a affaire à un anaérobie strict, s'ils sont en absence d'oxygène, il faut leur mettre de l'oxygène, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Je veux dire, c'est de voir comment les bactéries, comment le type de bactéries, en fonction du type de bactérie, voir ce qu'elle aime, quels sont ces facteurs qui influencent leur développement, leur croissance et leur et leur vie. Dans un milieu de vie, eh bien, par rapport à ça, il faut aller chercher ces facteurs-là et essayer de les contrecarrer. Si vous contrecarrez, ils n'auront plus la possibilité de vivre. Maintenant, il faut faire attention aussi au biotope, parce que le biotope, il n'y a pas que les micro-organismes, il y aura aussi l'être humain. Si vous faites une absence d'oxygène, c'est bien, mais le problème c'est que l'être humain ne sera plus respiré, par exemple. Si vous êtes maintenant vous pouvez mettre du nucléaire, hein, avec une source de chaleur intense. Il n'y aura plus de bactéries, ça c'est d'office. Mais le problème, c'est qu'après, il y aura de la radioactivité. Le problème est là. Maintenant, on peut agir sur des UVC. Mais attention aussi, les UVC, trop d'UVC, c'est cancérogène aussi. Hein. Donc voilà. Donc on peut nettoyer des surfaces avec des UVC, mais commencer à mettre des UVC sur un être humain, ça peut être nocif aussi. Hein. Tout peut être nocif. On dit que c'est naturel, mais oui, c'est naturel, mais trop d'UVC peut en ramener un cancer, hein, ça d'office. Alors trop d'eau de javel, ça peut ramener des bronchopneumopathies, et trop de chlore aussi, c'est mauvais c'est nocif pour les poumons. Voilà, l'eau de javel, tout ce qui est chimique est nocif pour les poumons parce que c'est une voie directe pour les par voie respiratoire pour arriver aux poumons. Voilà. Et alors aussi, le traitement se fera en fonction du type de surface aussi, hein, et de la nature de la surface. Le fer n'est pas du carton, n'est pas du papier, etc. Donc si vous voulez faire une désinfection de bactéries pathogènes, ça dépendra de la nature, de la surface, et si de sa nature, du type de matériau, et s'il est lisse, poreuse, etc. Si via un nettoyage, la bactérie est capable de se mettre dans un pot et que vous essuyez et qu'elle est cachée dans un pot, je veux dire, le problème c'est que des moments où au prochain contact, si elle aura montré un petit peu sa petite surface, et une fois que quelqu'un viendra la toucher, à ce moment-là, qu'elle viendra s'adosser à une main, c'est parti pour avoir la bactérie. Voilà. Donc bien sûr, les bactéries s'attrapent bien sûr par les voies respiratoires, par les voies
de contact de main à main, par les sources de contact, hein, toutes sources de contact, par voie respiratoire, les sources de contact. Bon, quand vous êtes une ouverture du corps, vous êtes blessé ou quelque chose comme ça, c'est une source d'entrée dans le sang. Alors que le sang circule à système fermé, bon, s'il y a une ouverture, le sang, la bactérie ou le virus va rentrer dans le sang directement par une voie, par une porte d'entrée. Il cherche une porte d'entrée, le virus. Une bactérie, il cherche une porte d'entrée. Une fois qu'il a cette porte d'entrée, il toque pas. Il demande pas demande pas je veux dire, il demande pas l'autorisation de rentrer. Lui, il attend. Il est en latence. En latence, il attend. Et quand il y a une porte d'entrée, il rentre. Maintenant, il use de stratagèmes spécifiques tels que l'atout pour passer d'une personne à l'autre le virus. Et donc il va infecter le virus, enfin infecter les poumons pour bien tousser. Quand on tousse, on renvoie le virus ou les bactéries, je veux dire, ailleurs. Et là, il a gagné parce qu'il est passé d'un écosystème à un autre pour proliférer dans un autre écosystème, parce que le premier écosystème, il est en défense. Donc il va chercher un autre écosystème qui n'est pas encore en défense pour l'attaquer, pour pouvoir, je veux dire, proliférer. Donc, et à chaque fois comme ça. Voilà. Parce que le virus bactérie n'aime pas quand un système est en défense, hein, parce qu'il doit attaquer. Il attaque. Il est en latence, il attend. Comme les animaux, certains animaux, il attend sa proie. Une fois qu'il a sa proie, il finit par l'attaquer. Mais là, qu'est-ce qu'il fait? Il est en latence. Puis quand il a retrouvé une source par voie respiratoire, par voie de contact ou par voie d'entrée, par une plaie ou quelque chose comme ça, une plaie aux mains, ou plaie aux pieds, enfin peu importe, il arrive à rentrer. Une fois qu'il est rentré, à ce moment-là, il ne demande pas son reste, il fait son attaque. Voilà, il fait son attaque et il va proliférer comme ceci. Mais à un moment donné, il n'aime pas trop aussi les attaques, hein. À force d'attaquer un peu trop de gens, il va finir par perdre ses forces. Voilà, je vous remercie.